Bon, alors, Là, ton son n'est pas monté là, c'est correct, ça? c'est correct, c'est juste, OK, c'est lui. OK. c'est bon. Parce que ça nous est arrivé de commencer, puis on n'enregistrait pas. Tu le dis pas, ça? Non. Il va le couper au Il y a montage. juste les arbitres qui font des erreurs. Ah oui, c'est vrai. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Épisode 34, bienvenue à Jouer comme une fille. Mon nom est Marc Durand, en compagnie de Guylaine Demers. Guylaine, Allô, Marc. ça va bien? T'as pas de Absolument. voix, hein? T'es enrhumé? Je t'ai émue. Tu sais, à chaque fois que je suis avec toi, j'ai beaucoup d'émotions. N'importe quoi. Je vais quand même dire que c'est présenté par Égal Action, organisme dédié à la cause des femmes dans le sport et l'activité physique. Organisme que tu connais bien. Bien tu as sûr. fondé à l'époque. Et appuyé par Lab Pro Femmes, laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports au Québec. Laboratoire qui est dirigé par toi maintenant. Absolument. Donc, tu es impliqué, là, quelque part financièrement. Oui. C'est grâce à moi que tu vas avoir ton chèque de paye. Ah, mais Ouais. grâce à toi, je le sais depuis le début et j'en suis très, très reconnaissant. Et professeur titulaire à l'Université Laval, au département d'éducation physique. Guylaine, on a un sujet nouveau. Oui. Malgré 34 épisodes, on n'avait jamais abordé ce sujet-là encore. Ouais. L'arbitrage Oui. chez les femmes. Oui. C'est assez rare quand même. Oui, Hein? en fait, il y a très peu d'études. Tu sais, il y a beaucoup, quand on parle des femmes en leadership en sport, ben, on va penser à toutes celles qui sont dans la gestion, dans l'administration. Ouais. Et la première profession à laquelle on pense, c'est les coachs. Puis les arbitres, c'est rarement dans l'écran radar. C'est vrai. Puis même, tu vois, j'ai fait un peu de recherche pour voir les études, puis il n'y en a vraiment pas beaucoup qui s'intéressent spécifiquement là, aux femmes qui exercent la profession d'arbitre ou d'officiel. Ben là, ça tombe bien. Mais, hein? Si on en parle, c'est parce qu'on a une avec nous. Oui. Une arbitre au baseball, même professionnelle. Tania Millette, bonjour. Bonjour. Hey, Tania est à West Palm Beach, donc elle n'est pas avec nous. Si tu es à West Palm Beach, pour moi, West Palm Beach, c'est un synonyme de baseball. Parce qu'à l'époque, c'était aussi, je crois, l'endroit où les expos s'entraînaient. Hein? Je ne sais pas si tu savais ça, t'es jeune, tu as 27 ans. Non, je savais pas ça. Dans la Ligue des Pamplemousses. Oui, On appelait c'est ça ça. comme ça dans ce temps-là. Mais tu es là-bas pour le baseball, là. Présentement, je suis en vacances. Je pensais que tu étais. Écoute, je recommence. Tu es à West Palm Beach, puis c'est là-bas aussi où il y a des formations, des centres en Floride, où il y a exactement des endroits où on enseigne aux arbitres comment devenir arbitre. Puis toi, tu en as fait des camps en Floride. Oui, j'en ai fait deux. J'en ai fait un en 2019 et un en 2022. En 2022. Donc, c'est quelque chose d'important pour toi. Arbitre au baseball, c'est une vocation. Ça s'est passé comment pour toi? J'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'arbitrais premièrement au hockey. Puis un des arbitres du baseball m'a approché en sachant que je jouais aussi au baseball. Puis il m'a dit « Ah, ça te tente-tu de venir essayer arbitrer au baseball? » J'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai été invitée à des championnats provinciaux féminins. Donc, j'ai fait mes premiers pas dans un peu plus du haut calibre. Ensuite, j'ai fait du régional, du 2A. En 2015, j'ai eu ma recommandation pour le programme d'excellence des arbitres au Québec. J'ai commencé à faire midget 3. Un peu plus tard, j'ai commencé à faire du junior élite, senior élite également. Wow. Et maintenant, ça fait 2 saisons que j'arbitre dans la Ligue frontière. Et je retourne au camp en janvier pour essayer pour un contrat dans les ligues mineures du baseball professionnel. Wow! Écoute, moi, j'avoue qu'avec les Capitales, je t'ai vu pour la première fois cet été, mais ton premier match avait eu lieu le 8 juillet 2022 avec la Ligue frontière. Oui. La première femme depuis une Ontarienne, je crois, en 99, toujours dans la même Ligue frontière. Ça faisait comme un bail qu'elle n'avait pas eu. C'était un événement majeur. Puis, on a des images, on va les voir au montage, mais on te voit arbitrer au marbre un match de la finale de la Ligue frontière qui impliquait les Capitales. C'est toute une progression que tu as connue. C'est assez exceptionnel. Oui, j'ai eu quand même une très belle progression. J'ai été quand même chanceuse d'être entourée par des bonnes personnes qui m'ont aidée dans mon cheminement. Les 2 opportunités que j'ai eues aussi pour venir dans les camps ici en Floride avec la MLB, ça m'a énormément aidée dans ma progression aussi, puis ça m'a permis de me rendre dans la Ligue frontière. Mon travail tout au courant de la saison dans la Ligue frontière, heureusement, ça s'est super bien passé. J'ai eu une bonne saison. Ça m'a permis de faire les
les matchs des séries à Québec. Ouais, c'est fantastique. Quelle belle histoire. Je vais commencer tout de suite mon chemin avec mes stats de la recherche, mais parce que tu vois, dans un des thèmes qui est abordé par les femmes, en passant, l'étude à laquelle je fais référence a été réalisée en Irlande, mais je pense que j'imagine que les Irlandaises ne sont pas tellement différentes que les Canadiennes. À part qu'ils jouent pas au baseball. Oui, c'est ça. Ouais, il y aurait pas probablement... Il y avait, tu vois, 412 femmes qui ont répondu de 60 sports. Quand même. Mais je n'ai pas regardé les sports, mais le baseball ne devait pas être là. Ouais. Mais bref, tu vois, un des éléments qui ressortait dans les difficultés ou les barrières que les femmes en arbitrage rencontrent, c'était le fait que le chemin, justement, pour progresser... tu commences avec des ligues mineures et plus ça va, plus tu aspires à arbitrer à de plus hauts niveaux. Ouais. Et les femmes disaient, c'est pas clair comment on peut accéder d'un niveau à l'autre. Puis toi, dans ton cas, tu semblais dire qu'il y a vraiment des personnes qui t'ont guidé dans ce chemin-là parce que c'était possiblement pas si évident que ça de savoir par où passer. Ça n'a pas toujours été évident. J'ai quand même vraiment été chanceuse d'être entourée tout au long de mon parcours par des personnes différentes aussi. Je pense qu'au Québec, on a quand même la chance que c'est très bien organisé. Il y a vraiment comme... c'est très chapeauté comparativement à ici. J'ai côtoyé des arbitres d'ici aux États-Unis. C'est vraiment pas la même chose. C'est pas aussi bien organisé. Ah, ouais. C'est sûr qu'à un certain moment dans ma progression, j'ai senti que j'avais peut-être des barrières dans les roues. Je voyais des arbitres qui ont progressé en même temps que moi, percé plus rapidement que moi. Je pourrais pas dire les raisons pourquoi, mais je voyais leur travail sur le terrain, puis je savais que j'avais le même rendement, sinon même plus qu'eux. Puis eux, ils passaient au niveau supérieur. C'est sûr que je pense que autant pour une femme que pour un homme, si j'avais pas eu la chance de venir à un camp en 2019 ici, j'aurais jamais pensé que le baseball professionnel pour un arbitre québécois, c'était possible. Okay. Donc, oui, pour les femmes, mais autant pour les hommes dans ce domaine-là. Au baseball, étant des arbitres québécois, c'est un peu nébuleux de savoir qu'est-ce qui est possible de faire dans ce domaine-là. OK. Intéressant, quand même. Non, effectivement. Puis moi, j'ai des questions vraiment baseball puis terre à terre. Là. Comment c'est le premier match, par exemple, que tu as joué? Tu connais un peu le baseball. Évidemment, tu connais beaucoup le baseball, mais c'est un sport de macho. Là. Puis quand le coach n'est pas content, il laisse savoir à l'arbitre son mécontentement. Est-ce qu'on agit de façon identique avec toi qu'avec les gars, en général? En général, oui, j'ai pas eu de traitement de faveur. Donc, on t'engueule, on te sac du sable sur les pieds. Oui, on m'engueule, on m'insulte, on me crie des bêtises. Oui, on ne fait pas de traitement de faveur, même que des fois, les commentaires peuvent être un peu plus intenses. Comme quoi? Mais je me suis fait traiter de grosse conne, de vache, je me suis fait appeler Sweetie aussi sur le terrain par un entraîneur. Sweetie, ouais, OK. Ouais, donc c'est ça, c'est des commentaires qui sont peut-être un peu plus comme sexistes qu'un homme entendrait pas. C'est vrai. Mais non, j'ai pas de traitement de faveur de ce côté-là. Je suis un arbitre au même titre que les autres. S'ils sont pas d'accord avec mes décisions, ils vont me le faire savoir autant que les autres. Ben écoute, dans le match qu'on t'a placé un micro, d'ailleurs, il faut que je raconte l'anecdote. Oui. C'est mon genre, ça. La game commence. Puis là, j'ai comme, hey, ce serait le fun de mettre un micro. Mais là, j'ai comme pas prévu mon coup. Je vais te voir comme 30 secondes avant que le match commence. Puis elle dit, hey, écoute, moi, ça me dérange pas, il faudrait que le commissaire soit d'accord. Mais le commissaire, je le connais pas. Je vais voir le commissaire. Elle dit, oui, c'est beau. 2 manches. C'est ce qu'on a eu le droit comme. Et puis, tu as accepté. D'abord, merci encore. Avant ton premier match au marbre, la finale de la Ligue Frontière, c'est sérieux, avec des milliers de spectateurs. Oui. Tu as accepté. Bref, dans ce match-là, il y a un lanceur à un moment donné qui sort parce qu'il n'est pas bon. Puis, il y a un mauvais match. Ouais. Et puis, il t'a pas ménagé. Il n'était pas content après toi. Ça arrive. Il était pas content, mais ses commentaires étaient quand même pas si intense que ça. Okay. Il répétait souvent la même chose, mais ça l'a comme pas dépassé vraiment la limite du manque de respect ou quoi que ce soit. Là. Il m'a fait savoir qu'il était pas content, mais j'ai pas trouvé ça si pire que ça. Qu'est-ce qu'on apprécie de ton travail pour avoir une aussi belle progression puis être reluqué par le baseball majeur? Parce que c'est le cas présentement.
Je crois que dans mon travail, je suis très professionnelle et je veux toujours donner mon 100%, le meilleur de moi. Je veux jamais manquer une décision. On le sait quand on en manque une, puis on se sent pas bien avec ça non plus. Je veux toujours m'améliorer, être de meilleur en meilleur. Et je pense aussi ma constance, surtout comme en arrière du mur dans ma zone de prise, habituellement, je suis assez constante. C'est quand même des qualités là, assez recherchées. Oui, évidemment, évidemment. Puis, juste pour conclure sur l'aspect baseball, qu'on pourra en parler après, mais un des releveurs des Capitales qui était vraiment un des meilleurs, puis d'ailleurs, il devrait signer pour une équipe professionnelle affiliée l'an passé. À un moment donné, tu as fait une décision, puis il dit elle, habituellement, c'est la meilleure, mais là, elle l'a pas sur ce lancer-là. Mais ça arrive. Mais il a quand même dit ce qui est un bon compliment. Habituellement, tu es la meilleure de la Ligue. Donc, c'est comme un compliment avec le pot de fleurs après. Le pot qui suit, là, pour cette décision-là, mais c'est sûr, là, c'est la pression. Le baseball, c'est ça. Mais j'imagine, Patrick Scalabrini, est-ce que tu as déjà eu des prises de bec avec l'entraîneur des Capitales qui est réputé pour donner tout un spectacle lorsqu'il carrément veut engueuler l'arbitre pour une raison quelconque? J'ai pas eu, non, de prise de bec avec Pat Scalabrini. On n'a eu aucun problème durant la saison entre moi et lui. Pas de situations qui ont été problématiques, non. Alors, est-ce qu'il se retient ou c'est parce que tu es vraiment bonne quand c'est lui qui... Je pense que il y a juste pas eu de situation où il y a eu besoin de venir me voir puis faire peut-être un show ou quoi que ce soit. Ça s'est tout le temps bien passé. Je vais revenir justement sur les fameux... Parce qu'en baseball, effectivement, on a toujours l'impression qu'il donne un show là, quand il décide qu'il engueule l'arbitre. Ah, bien, il en donne un. Il l'a dit d'ailleurs, ça fait partie du spectacle. Ça fait partie du spectacle. Ouais. Mais tu vois, dans l'étude que j'ai consultée, il y a quand même 55% des femmes arbitres qui disent être victimes justement de harcèlement, d'abus, de critiques, où ça dépasse effectivement que tu ne sois pas d'accord à un moment donné avec une décision, c'est sûr que ça arrive, mais la façon dont tu vas réagir comme coach à cette situation-là, donc elle disait que c'était vraiment un enjeu pour elle et l'impact que ça avait à la fois sur le recrutement d'autres femmes pour venir arbitrer, mais la rétention aussi. Parce que as-tu le goût de te faire engueuler, une fois, c'est correct, 2 fois, mais de la façon dont c'est fait. Puis est-ce que tu le sens, toi aussi, donc, parce qu'on s'entend que les femmes arbitres, vous êtes vraiment une minorité. En sport masculin, encore plus. Donc, il y en a encore moins. Ouais. Et cet enjeu-là par rapport au recrutement, à la rétention, est-ce que tu penses qu'effectivement, c'est pas banal, en fait, ça a un impact réel? C'est sûr que moi, honnêtement, je peux me compter chanceuse, j'ai pas vécu tant de situations où les commentaires ont été si déplacés que ça, puis que c'était des commentaires très personnels ou quoi que ce soit. Ça m'est peut-être arrivé 3-4 fois sur 13 d'années que je fais ça. Mais je supervise aussi les arbitres pour Baseball Québec et j'ai entendu des situations de jeunes filles que c'était très dégradant, les commentaires qu'ils recevaient et tout ça. Oui, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur le recrutement et la rétention, mais je crois que c'est aussi vrai avec les arbitres masculins, parce qu'on perd beaucoup, beaucoup d'arbitres, que ce soit des arbitres masculins, féminins. C'est une problématique qui est unisexe. C'est vraiment pas juste envers les femmes. Peut-être que à l'habitude, les femmes ont un caractère un peu plus doux, fait que peut-être que ça vient un peu plus chercher certaines femmes que des garçons qui ont habituellement un caractère peut-être un peu plus fort. Mais moi, j'ai pas eu cette problématique-là, mais c'est sûr que ça peut avoir un impact. Ouais, effectivement, de se faire engueuler, peu importe gars ou fille, quand tu es jeune. D'ailleurs, tes premières armes en baseball, tu racontes une anecdote dans un article que j'ai lu il y a quelques années, je crois que c'est dans le Pee-wee B. Je ne sais pas si tu peux la raconter, mais tu as fait ta marque à ce moment-là. Oui, en fait, mes premières années, mon père a commencé à arbitrer avec moi pour s'assurer que tout se déroule bien, que je me fasse pas intimider ou harceler sur le terrain. Et pendant une partie je pense que c'était ça, du Pee-wee B à peu près, j'avais expulsé un coach, puis mon père était comme super surpris, puis il s'est comme dit « Ah bon, ben elle a pas besoin de moi, elle est capable de gérer par elle-même. »
Comme quoi, ça prenait un colon, tu sais, pour sa rencontre. Non, mais c'est dommage, mais si tu le dis, en baseball, c'est un gros problème. On parle souvent du problème d'arbitrage en hockey. On le sait que c'est problématique. Il n'y en a pas beaucoup. Soccer également, mais en baseball, c'est encore plus criant. Là. C'est le cas de le dire. Le mot crier est utilisé beaucoup trop par les parents. Il y a une éducation à faire du côté des parents. Puis moi, ce que j'aime de toi, c'est un détail. Je sais, c'est un détail. Mais quand je t'ai vu pour la première fois comme arbitre au marbre, c'était, je pense, le match d'ouverture des Capitales. Ça se peut-tu? Début de saison? J'ai fait le match d'ouverture, oui, cette année. Puis, je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais pas que tu existais. Je n'étais pas au courant du match de 2022. Je devais être à des jeux quelconques. Là. Je pense que c'était les Jeux du Commonwealth. Et puis, ta couette est très apparente. On le sait que tu es une fille. Oui. Ça, c'est volontaire, j'imagine, aussi? Oui. Ben, c'est sûr que j'aime mes cheveux longs d'une certaine longueur, mais j'aime que ça paraisse que je suis une femme sur le terrain, que ça soit pas ambigu, qu'on le sache, puis que c'est un peu une fierté pour moi aussi. Là. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé fort pour me rendre là. On n'est pas beaucoup de femmes non plus dans ce milieu-là. Et c'est quand même une fierté pour moi d'être rendue à ce niveau-là. Puis je suis fière d'être une femme sur le terrain puis d'avoir accompli tout ça. Puis par rapport à ça, est-ce que vous avez, je sais que vous n'êtes pas nombreuses, mais un réseau, en fait, de femmes arbitres? Est-ce que vous vous soutenez? Est-ce que vous avez ces liens-là? Plus ou moins. Je sais que suite à mes camps en Floride, il y a un groupe de révision de règlement qui s'est fait avec certaines arbitres que j'avais rencontrées là-bas. On a fait ça un peu. J'avais moins de temps, donc j'ai comme arrêté un peu de suivre ce groupe-là. Je sais qu'il y a des pages sur les réseaux sociaux comme Level Ump et d'autres pages comme ça pour vraiment soutenir les arbitres ou sports confondus femmes. C'est sûr que nous, au Québec, on n'est pas beaucoup dans le programme d'excellence. On est 3 arbitres féminines dans le programme d'excellence. On a un programme de développement. On a 3-4 arbitres féminines aussi. C'est sûr qu'on essaye de se soutenir, de vraiment créer une fraternité pour les femmes. Mais il n'y a rien vraiment de plus concret que ça. Puis est-ce que tu te vois dans le rôle de mentor pour soutenir la relève des jeunes, pour qu'on puisse s'identifier aussi? Parce que c'est un peu ça, hein, on parle en coaching. Tellement. Quand des athlètes féminines ont une entraîneur, elles sont capables de se projeter dans ce rôle-là. Est-ce que tu sens que tu peux jouer ou que tu joues ce rôle-là aussi, de mentor puis de modèle? C'est sûr que j'essaie de le faire le plus possible. Je m'implique dans le programme de développement des arbitres au Québec. On a une jeune arbitre de à peu près 21 ans, je crois. Je l'ai un peu pris sous mon aile parce qu'elle a comme les mêmes objectifs de se rendre loin dans le baseball professionnel et tout ça. Je trouve ça important de redonner autant à un arbitre féminine qu'à un arbitre masculin le bagage d'expérience que j'ai et ce que je peux leur apporter. Puis d'essayer de les amener au prochain niveau. J'aime ça redonner puis m'impliquer auprès des arbitres au Québec. Prochain niveau, c'est le baseball majeur. Jamais une femme n'a arbitré un match. Il y a des matchs hors concours, oui, mais pas des matchs officiels. Il y en a quelques-unes qui sont peut-être devant toi actuellement. Parle-moi un peu de la situation. Est-ce qu'on verra le jour prochainement? Je pense que dans les prochaines années, ça devrait arriver, oui. Présentement, il y a Jen Powell, qui a été une de mes instructeurs durant les camps, est au niveau 3A, qui est le niveau juste avant la MLB. Donc, c'est sûr que moi, je pense que dans les prochaines années, il y a des très bonnes femmes dans les ligues mineures présentement qui font une belle progression aussi. C'est sûr que ça va arriver. Espérons que ce soit des femmes avant les robots. Ça se parle, hein, qu'il y a des robots derrière le marbre. Je ne reviens pas encore. Que des reprises vidéo, ça peut passer, mais j'imagine que pour toi, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Non, en effet, je trouve que ça dénature le sport, ça enlève le côté humain au sport de mettre un robot en arrière du marbre au lieu que ça soit un arbitre. Surtout que les statistiques des arbitres dans les ligues majeures sont vraiment bonnes en général. Ça arrive qu'on en échappe aussi, on est des êtres humains, on a tous nos mauvaises journées. Donc, les joueurs aussi. Oui. Puis honnêtement, les entraîneurs, parce qu'ils se gardent une gêne, ils envoient du sable à des coachs puis des choses comme ça, ils lancent leur casquette à terre, mais si t'as un robot devant eux, ils vont prendre un bat puis ils vont le soigner. Ça pourrait être pire. Faut pas que ça arrive. Mais en tout cas, on te le souhaite. Tania, écoute, je sais pas, ton objectif, c'est de passer l'année prochaine à une ligue professionnelle affiliée, donc un peu comme les joueurs des Capitales.
passer à l'autre étape avant d'atteindre les majeurs? Oui, donc moi, avec le camp que je m'en vais en janvier, mon but, c'est d'obtenir un contrat pour arbitrer dans les ligues mineures l'année prochaine. Wow, Ligue mineure donc affiliée au baseball majeur, ce qui n'est pas le cas de la Ligue frontière, c'est une ligue indépendante. Le calibre est sensiblement le même, mais c'est juste que tu es plus près de la porte des majeurs. Mais là, je veux revenir. Oui. Si on lit là, sur toi, là, mettons en 2021, là, ils ne comprendront pas. Là. On ne comprendra pas parce que là, tu disais que tu étais policière, puis tu avais mis une croix sur ta carrière. Tu n'avais pas encore arbitré dans la Ligue frontière. Qu'est-ce qui est arrivé en 2021, puis qu'est-ce qui est arrivé maintenant en 2023? Donc, c'est ça, en 2022, j'ai été faire un camp pour avoir un contrat pour les ligues mineures. J'ai décidé de prioriser ma vie au Québec. J'étais en couple à ce moment-là. J'avais une opportunité de débuter ma carrière de policière également. J'avais un service de police qui m'avait rappelé. Donc, j'avais comme priorisé ça. Et ma vie a comme pris un tournant cette année. J'étais régulière dans la frontière au niveau canadien. À Ottawa, Trois-Rivières, Québec, oui. Oui. Donc, j'ai fait plusieurs séries. J'ai été sur la route un peu. J'ai vu un peu le style de vie. Et je me suis séparée de mon ex également. Donc, ma vie a vraiment complètement changé. Puis j'ai réalisé que le baseball me faisait vraiment plus vibrer que ma job de policière. J'étais plus ou moins heureuse où ce que j'étais rendue dans mon emploi. Donc, j'ai comme décidé de tout lâcher et d'aller all-in pour le baseball professionnel puis de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air que tu as pris la bonne décision. Là. Clairement, ça s'annonce bien. Ouais. Puis je me demandais, quand on regarde un peu les études autour des femmes qui sont dans des positions de leadership, un des éléments qui ressort souvent, c'est le fait qu'elles doivent performer comme 3 fois mieux que les hommes, qu'elles doivent être vraiment hyper rigoureuses, pas faire d'erreurs, parce que le jugement est beaucoup plus sévère vis-à-vis des femmes qui vont l'être du côté des hommes, puis particulièrement dans le monde du sport. Est-ce que tu as senti ça comme arbitre, cette pression de dire « j'ai intérêt à vraiment pas trop faire d'erreurs parce que je paye plus cher comme femme que si j'étais un homme ». Je l'ai vraiment pas ressenti, même dans la Ligue frontière. J'entendais beaucoup de commentaires positifs sur mon travail, puis je pense que même certains de mes collègues masculins ont eu plus de difficultés de ce côté-là, ont reçu beaucoup plus de commentaires négatifs. J'ai vraiment aucunement ressenti cette pression-là. Moi, je m'en mets une personnellement parce que je veux donner le meilleur de moi, donner le 100%, toujours être au top, mais j'ai pas ressenti ça des équipes de la Ligue ou peu importe, ni même de mes collègues. Puis, est-ce que tu penses que c'est justement parce que tu es hyper rigoureuse et que tu fais très attention dans ta préparation? Parce que, tu sais, puis je dis pas que tes collègues masculins ne se préparent pas autant que toi, mais ça aussi, c'est des choses qu'on tend à remarquer. Y a-t-il encore des études qui disent que les hommes sont moins bien préparés que les femmes? Oui, absolument. Okay, d'accord. Oui, absolument. Bien, en fait, il y a peut-être une plus grande assurance puis de dire, j'ai peut-être pas besoin de toute cette préparation-là, alors que les femmes sentent une pression ou se la mettent, comme tu dis, qui fait qu'elles vont être hyper préparées pour être sûres que ce qu'elles vont faire, ça va être ça à coche, là. Fait que, il y a peut-être aussi un peu de ça. Tu es tellement bien préparé qu'ils ne peuvent pas chialer. Mais, j'ai eu des games moins faciles cette saison que, je l'avais moins, ma zone de prise. Je n'étais pas satisfaite de mon travail sur le terrain. J'ai manqué peut-être des décisions aussi sur les buts. Sauf que je me suis jamais sentie à risque de perdre mon travail dans la Ligue à cause que j'avais eu une mauvaise partie, parce que je me dis, ça arrive à tout le monde, ça arrive à mes collègues masculins également et tout ça. Je vais juste revenir la prochaine game encore plus forte puis montrer que c'était pas mon habitude, cette game-là. Mais non, c'est sûr que ça l'aide d'être rigoureuse et bien préparée, mais je pense pas que ça soit juste ça. Effectivement. Puis Steve Tashler, qui est le commissaire, qui était responsable des arbitres aussi avant, je pense qu'il l'est encore de toute façon, qui m'a permis justement de mettre un micro sur l'arbitre. Il a une très belle opinion de Tania. Puis d'ailleurs, c'est une ligue sérieuse, la Ligue frontière, parce que l'arbitre qui a arbitré le dernier match, le match numéro 5, j'étais là-bas,
C'était un arbitre qui avait officié pendant 600 matchs dans les majeurs. Alors, il avait déjà fait ses classes, comme on dit. Alors, c'est une ligue où les arbitres sont de bonne qualité. Puis, Tania en fait partie. Tu as fait une finale, alors, au Marbre en plus. Tu as fait le match numéro 1 également sur les buts. Donc, c'est comme un athlète. Hein? Tu as un rêve maintenant. Est-ce que ton rêve, c'est d'aller arbitrer jusque dans les ligues majeures? Ah oui, j'essaie d'aller c'est vraiment ça, le plus loin possible. Comme un athlète qui vise les Jeux olympiques. Même chose. Alors, tu mets ta carrière de côté un peu de policière, tu pourras toujours y revenir. Laurent Duvernay-Tardy, il était médecin, mais il a décidé de jouer au football entre-temps. Pourquoi pas? Ou Dominique Maltais qui était pompière, puis il a décidé de remporter des médailles olympiques avant de revenir dans son coin de pays. C'est fantastique. Guylaine, est-ce que tu as d'autres statistiques à nous sortir? Pas une stat, mais une question, en fait. Est-ce que c'est encore mieux? Est-ce que tu es en mesure d'apprécier un apport particulier des femmes dans l'arbitrage? Est-ce que ta couleur, le fait que tu sois une femme, apporte un regard différent ou quelque chose de différent dans l'arbitrage? Ouais. Je crois pas. Je crois que ça va peut-être juste ouvrir plus de portes pour d'autres femmes de se rendre à des plus hauts niveaux et que ça soit normalisé qu'il y ait des femmes qui soient sur le terrain, qui arbitrent et tout ça. C'est sûr que personnellement, si je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un positivement pour l'aider à cheminer, ça va me faire plaisir. Mais je crois pas que ça ait un impact sur les joueurs, les entraîneurs, la game en général. Comme je fais le même travail que mes collègues, puis je fais le même rendement, donc je pense pas que ça a un si gros impact. Moi, je suis pas sûr de ça. Moi, je suis pas sûr de ça. Je vais te dire, peut-être parce que je viens du monde du baseball, mais pas mal convaincu. Je sais pas si tu as entendu les partisans. Est-ce qu'ils sont plus sévères avec les gars que les filles, avec toi, par exemple? Je sais pas, mais il me semble que les matchs sont plus civilisés, plus respectables. On peut le voir comme ça. Mais, tu sais, comme les joueurs puis les entraîneurs agissent pas différemment avec moi juste parce que je suis une arbitre femme. Puis, je pense avoir entendu les mêmes humains que la foule me huait autant que mes collègues masculins quand ils n'étaient pas d'accord avec une balle ou une prise en leur équipe. Donc, j'ai pas ressenti de différence de ce côté-là. Fait qu'il va falloir que je fasse un autre projet de recherche, c'est ça que tu me dis? Ben, peut-être. On va aller non, voir. Je sais pas, mais il me semble qu'Api était plus tranquille avec toi. Ça, c'est un mascotte. Non, je fais des blagues. Alors, écoute, on va te souhaiter bonne chance. Là, j'ai vu passer que tu cherchais comme un appartement à Orlando. Est-ce que c'est dans le but, justement, de continuer ton apprentissage? Non, j'ai trouvé une place où rester pendant mes vacances. Là. C'était pour. C'était pour les vacances. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours fait un lien avec le baseball, la Floride, c'était tellement logique. Mais juste en terminant, les camps d'entraînement d'arbitre, ça se passe comment? Parce que vous avez des camps d'essai, des camps de perfectionnement. Parle-moi de ça un petit peu. Ça ressemble à quoi, un camp d'arbitre? Donc, j'en ai fait 2 différents pour l'instant. Le premier, c'était comme un camp de 4 jours, plus de perfectionnement, développement. Il y avait comme pas vraiment d'objectif au bout de la ligne autre que se développer et apprendre. Il offrait des bourses pour l'école professionnelle à ce moment-là, en 2019. Mais c'est du 8 heures, on arrive dans la classe, on fait... on lit le livre de règlement, on va passer à travers le livre de règlement au courant du camp. Et c'est de la révision de règlement, de situation, du livre de déplacement aussi, de système A2, système A3. Après ça, on va sur le terrain. On a un petit exercice qui s'appelle des safe and out. Fait qu'on est tous en ligne. Puis ils nous font caler des safe et des out en courant et tout ça. Ça doit être très drôle, Ensuite de ça. Oui. Ensuite de ça, on fait des games contrôlés un peu. Donc, on met des arbitres comme opposition des joueurs. Les instructeurs frappent des balles et on fait des jeux, on fait des déplacements, on rend des décisions. On fait du travail en cage aussi également pour travailler le positionnement, comment bien tracker la balle avec nos yeux au lieu de bouger la tête. On fait tout ça. C'est vraiment des grosses journées. C'est de 8 heures le matin, souvent à comme 6-7 heures le soir. Puis c'est très demandant. C'est beaucoup de temps. Quand tu finis le soir, tu retournes dans ta chambre, tu veux continuer à réviser tes règlements parce qu'on est testé, on a des petits examens un peu à tous les jours aussi pour voir nos connaissances, où est-ce qu'on est rendu, parce qu'ils veulent avoir les meilleurs prospects pour aller dans les ligues mineures. Donc, il faut connaître ces règlements, il faut être
faut être sharp. Ils cherchent quelqu'un qui peut démontrer du professionnalisme, mais aussi, ce qu'ils recherchent beaucoup, c'est quelqu'un qui va être capable de s'adapter aux commentaires qu'on va recevoir des superviseurs. Donc, s'ils voient que, OK, t'es peut-être pas encore le meilleur, mais qu'à chaque fois qu'il te dit « Ah, corrige ça », c'est fait la fois d'après, puis que tu mets en application tout ce qui est dit, eux, ils adorent ça parce qu'ils savent que tu vas pouvoir t'améliorer également. En tout cas, Est-ce que vous avez des tests physiques? Parce que tu parles des exigences. Tu sais, je pense au marbre, entre autres. Là. Il y a des petits tests physiques qui ils regardent un peu comme notre mobilité, notre endurance et tout ça. C'est pas des gros tests physiques au même titre que j'ai pu faire pour la police ou quoi que ce soit. Mais il y a des petits tests. Il y a ils font des prises de sang, ils font un ECG également. Et il y a quand même une batterie de tests là, qu'ils nous font passer. D'ailleurs, l'arbitrage a changé. Hein. On avait l'arbitre des années 70 qui était absolument assez rond. Oui. Et puis, il y en a encore, mais beaucoup moins maintenant. C'était une image qu'on a voulu changer. Et j'imagine que le baseball majeur veut changer son image aussi avec quelques femmes et plus de femmes, en fait, dans le baseball affilié. Et on le sait, dans le baseball majeur, ce serait un souhait. En tout cas, s'il y a un truc que je peux te donner, là, un livre que j'ai... Non, un truc. J'ai trouvé ça tellement drôle. C'est un livre qu'un arbitre a écrit. J'oublie son nom, malheureusement. C'est dans les années 70, justement, puis le frappeur est au bâton, laisse passer une balle, mais était presque prise, mais balle. La deuxième, presque au centre du marbre, une balle encore. Troisième, laisse passer encore. Troisième. Là, l'arbitre, le receveur se retourne, il dit « Hey, c'était toutes des prises, ça. » Il dit « Sais-tu qui est au bâton? » Carl Yastrzemski, le dernier frappeur à frappé pour 400 au baseball. Quand Yastrzemski laisse passer la balle, c'est une balle. J'avais trouvé ça original. Fait que si un jour tu as une situation comme ça, ben, tu peux toujours dire que le frappeur il a un bon œil au bâton. Hey, merci beaucoup, puis bonne chance, bonnes vacances, mais bonne chance dans ta carrière d'arbitre. Oui. On a vraiment hâte de suivre ça et on espère que ce sera les mineurs, toi aussi, comme bien des joueurs des Capitales le souhaitent, les mineurs affiliés pour la prochaine saison ou sinon la saison suivante. Et puis, très gentil d'avoir collaboré avec nous. Baseball Québec est chanceux de t'avoir. Oui, absolument. J'espère qu'ils vont se servir de toi encore. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super plaisant. Ouais, c'est le fun. Merci beaucoup. Bye, Tania, merci. Merci beaucoup. Guylaine, encore une fois, épisode disponible partout. Absolument. Vous l'avez écouté jusqu'au bout, vous savez c'est où. Je devrais le dire au début, hein, vous nous écoutez, mais non, dans le fond, s'ils nous écoutent, c'est déjà réglé. Dites-le à vos amis. Ah. Et puis, si vous avez des idées d'invités comme ça, hein, des commentaires, moi aussi des idées, n'hésitez surtout pas. Des fois, écrivez à Marc, à Guylaine, à Galaxion, notre page Facebook, au Lab, Galaxion, c'est ça. là pour femmes. Et puis, on écoute. On est toujours partant. On est des bien femmes ouvert inspirantes. Et des à vos hommes. commentaires. Le cognac est inclus. C'est bon. C'est ça. On connaît nos succès, nos grands hits. Merci, Guylaine. Merci, Marc. Merci, Tania. Merci, Tania.